recherche, c'est-à-dire leur donner des outils d'explication des raisons qui font qu'ils sont dans les aliénations, les difficultés même de de vivre dans leur corps. Et une fois qu'ils auront compris, et je crois que le livre effectivement aide beaucoup dans ce sens-là, une fois qu'ils ont compris, dépasser ces problématiques identitaires, parce qu'un peuple ne vit pas que d'identité, il vit aussi de nourriture, et cette nourriture-là, nous ne sommes pas encore en mesure de la produire nous-mêmes. Si vous voulez, les gens vivent un malaise, mais c'est diffus, puisqu'il n'y a pas de mots à mettre dessus. Ils sentent bien que c'est lié à leurs cheveux et à leur peau, mais il n'y a pas de discours construit là-dessus. Il n'y a pas de savoir, de connaissance sur qu'est-ce qui peut faire qu'un peuple entier, parce que ça n'est pas une poignée de gens qui présente ces caractéristiques, soit dans la même situation. C'est donc que le phénomène n'est pas individuel. Je fais de la recherche parce que je sens que dans nos sociétés, nous manquons de base de recherche sur ce que nous appelons notre petite histoire, celle de nos émotions, du quotidien, de nos souffrances, de nos habitudes, de nos différences, puisque nous sommes maintenant quand même des composantes un peu différentes, enfin plusieurs composantes ajustées. Donc il y a beaucoup de manque dans nos sociétés, et à part l'anthropologie qui avait commencé à aborder certains domaines, mais qui nous laisse quand même un peu en dehors de nous-mêmes, il nous manque des chercheurs. Donc je fais de la sociologie culturelle, la sociologie des relations raciales, parce que c'est, à mon avis, ce sont les problématiques qui sont les plus d'actualité, mais aussi les plus préoccupantes dans nos sociétés. Alors, la sociologue que vous êtes n'a pas pu se cacher, parce que à chaque fois, vous avez tenu à insister sur le fait que ce ne sont pas des itinéraires individuels. La sociologie s'occupe de la société. Donc forcément, alors si j'étais psychologue, je vous dirais qu'il faut traiter un certain nombre de maladies comme des pathologies, donc s'intéresser à l'individu. Et ce que je veux dire lorsque j'explique que ça n'est pas une problématique à prendre individuellement, c'est que sorti des Antilles françaises, passer en Amérique du Nord, passer dans les pays africains, passer dans toute la Caraïbe, au Brésil, dans tous les pays où vous avez des diasporas noires ou des descendants, des afrodescendants ou des Africains, vous avez les mêmes pratiques. Ça signifie que ce n'est pas un individu qui décide de le faire et puis d'autres qui suivent. Il y a un moteur, c'est le moteur que j'essaye d'interroger, et donc il est historique, il faut le contextualiser, il est historique. Les Africains ou les descendants ne sont pas nés avec l'idée qu'ils étaient moches, que leurs cheveux n'étaient pas celui qu'ils devaient avoir, qu'il fallait en changer la texture pour être acceptable. Ils sont nés dans des environnements dominés par les Occidentaux, par les Blancs, qui leur ont renvoyé une image d'eux-mêmes qui est négative, une image d'un cheveu que les Blancs ont refusé de considérer comme étant un cheveu. Ensuite, la position de dominer des descendants et des Africains fait qu'il est facile de convaincre un groupe qu'il n'est rien, qu'il est inférieur, qu'il n'est pas bien. Et ça ne signifie pas qu'à l'intérieur du groupe, il n'y a pas d'individus qui résistent. Mais on le voit aussi dans d'autres minorités, même aux Antilles, qui ont été méprisées, rejetées et qui sont restés quand même ancrés en eux-mêmes. Donc c'est un phénomène social. Du coup, c'est peut-être plein d'espoir, parce que si c'est un phénomène social, on peut dire qu'il est plus facile même de changer. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que le social n'est pas déterminé. Il n'est pas définitif, même s'il y a une part de détermination dans le social. On va voir, par exemple, les classes sociales, l'existence des inégalités ne sont pas déterminées. Ce sont les hommes qui s'établissent entre eux dans ces rapports de domination, de dominance, de classes favorisées, classes défavorisées. Pour les propositions, moi je dis qu'il faut procéder par étapes. Il ne faut pas sous-estimer le tissu sur lequel on intervient, c'est-à-dire essentiellement celui des mentalités, et bien comprendre que si les gens on demande aux gens de se changer pour se prendre en charge, qui n'ont pas compris les phénomènes qui sont à la base de leur comportement et qu'ils ne sont pas aidés dans cette démarche, on n'aura pas de personnes qui vont se libérer, se sentir prêts à investir un autre projet. Donc il y a toujours des solutions pour finir sur cet aspect, il y a toujours des solutions, mais
la pédagogie à la base de l'explication des phénomènes, on sent, vous l'avez peut-être senti dans la conférence, ce qui manque aux gens finalement, ça n'est pas le courage de commencer, c'est comment commencer et puis commencer quoi, puisqu'on n'a pas encore compris comment ça marche. Mais une fois qu'on comprend, on remet les bœufs avant la charrue, mais une fois qu'on comprend les choses, eh bien on a des hommes. C'est d'abord expliquer, c'est résoudre la moitié du problème, l'expliquer seulement. Ouais. Quels sont vos prochains projets, votre prochain ouvrage? Ah, ben, je travaille aussi sur notre communauté indienne, vous savez, puisque nous sommes aussi des composantes différentes. Et j'essaye de travailler de manière à ce que nous fassions peuple. Le prochain ouvrage, c'est Couliatitude, Négritude? Peut-être qu'il y a un peu de ça, disons les relations des trois groupes ensemble, noirs, indiens, béquets. Mais ce sera toujours de la sociologie, mais toujours dans le cadre des relations raciales. Mais si vous voulez, j'essaye de comprendre l'identité sociale de chacun des groupes. Qu'est-ce qui fait ses forces et ses faiblesses et les positions de majorité, de minorité. Enfin, comment tout ça se gère dans une petite société et qu'est-ce qui va faire qu'il va en sortir des générosités, vous voyez, des générosités que nous allons pouvoir exploiter collectivement.